pour terminer cette étude qui est centrée sur la France métropolitaine, on peut résumer l'ensemble de nos observations avec la notion de cycle orogénique. Donc un cycle orogénique, c'est depuis l'apparition de la chaîne de montagnes jusqu'à sa disparition complète, et en fait même si on prend un cycle orogénique d'une chaîne de collision, depuis l'apparition de l'océan jusqu'à la disparition de la chaîne de montagnes, l'ensemble fait partie d'un cycle orogénique, et en fait les cycles orogéniques se succèdent, et après un cycle orogénique, il y a des bassins intracratoniques qui se développent. Donc en fait tout ça est dans un fonctionnement répétitif de la géologie. Donc en France, on arrive à identifier 3 cycles orogéniques. Le premier, le cycle cadomien, donc au tout début du primaire, le cycle hercynien vers la fin du primaire, et puis un cycle que l'on voit à la fois dans les Alpes, les Pyrénées et dans une certaine mesure la Provence, donc on va appeler cycle alpin-pyrénéen. Donc commençons par le premier cycle, celui pour lequel nous avons moins d'informations, c'est la chaîne cadomienne, au tout début du primaire, et visible pour nous seulement en Normandie, même s'il y a des expansions, au Royaume-Uni. Donc pour ce cycle cadomien, la seule chose que nous avons, c'est que nous avons pu identifier un craton, donc le socle, nous avons pu identifier des sédiments et une localisation partielle sur la carte de France de la localisation de la chaîne cadomienne. Par contre, nous n'avions pas la suture ophiolitique visible sur cette chaîne cadomienne, donc nous ne savons pas, avec juste la carte de France, où se situait exactement le cœur de cette chaîne cadomienne. Cette orogénèse cadomienne, donc, elle a lieu au Cambrien, et on a étalement gravitaire, érosion, disparition au début de l'Ordovicien. Ce qui en fait là aussi une période froide, parce que le CO2 est transféré dans les cours d'eau sous forme d'ion HCO3- lors de l'érosion de la chaîne cadomienne. Le deuxième cycle, c'est le cycle hercynien. Donc la chaîne hercynienne se forme à la fin du primaire, parce qu'entre-temps, bien sûr, quelque part par là, il s'est formé un océan. Et donc ensuite on a formation de la chaîne hercynienne par collision, et comme ce sera toujours le cas lors d'un cycle orogénique, l'ancien socle est repris, redéformé, retransformé, métamorphisé par exemple, lors de l'orogénèse suivante. Donc le socle cadomien ne va pas présenter que des déformations lors de l'orogénèse cadomienne, il va présenter des déformations issues de toutes les autres orogénèses qui auront lieu en France métropolitaine, donc ici en particulier l'orogénèse hercynienne, d'autant plus que nous avons vu que la suture ophiolitique se situait par ici, donc relativement proche de la zone de socle cadomien, avec donc beaucoup de plissements, de métamorphismes, de transformation de ce socle cadomien. Donc c'est pour ça que on va constater systématiquement que dans une orogénèse, les massifs cristallins issus des orogénèses précédentes sont à nouveau repris, à nouveau transformés. Et donc le socle hercynien, qu'est-ce que c'est? Dans un socle hercynien, on a à la fois des terrains qui deviennent des terrains cristallins pour la première fois, c'est-à-dire des terrains sédimentaires qui sont métamorphisés lors de l'orogénèse hercynienne, mais nous avons en plus des éléments cristallins qui étaient déjà cristallins au moment où a démarré cette orogénèse, qui étaient les éléments du socle cadomien. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va former les nouveaux massifs cristallins de ce massif hercynien. Donc les massifs cristallins que l'on a dans une orogénèse proviennent de l'orogénèse précédente, était le socle de l'orogénèse précédente. À la fin de cette orogénèse, donc vers la fin du Carbonifère, début Permien, on a un réétalement de la chaîne, ce qui va faire des bassins, en particulier beaucoup de bassins en Poulaparte, à la limite Carbonifère Permien, donc vers la fin du Carbonifère, ce qui va permettre de stocker du charbon. Et comme cette chaîne hercynienne s'étend sur le monde entier, puisqu'en fait elle lie tous les continents du Nord à tous les continents du Sud, il y a
tout le long de cette suture qui a été formée par la chaîne hercynienne, tout le long de cette suture entre la Laurasia et le Gondwana, on a des bassins poulapards qui se forment, des pots de forêts carbonifères qui sont enfouis assez rapidement sous des sédiments, en particulier des sédiments argileux, donc qui ne s'oxydent pas, et cela d'autant plus qu'il n'y a pas à l'époque de mycètes capables de dégrader la lignine. La lignine est apparue il y a peu, les mycètes n'ont pas encore évolué suffisamment pour faire disparaître ceci. Donc, les fossiles de végétaux terrestres avec de la lignine sont ici. Les mycètes ne dégradent pas encore la lignine et donc on a de la matière organique qui se transforme en charbon. Et c'est pour ça qu'il y a des dépôts, des gisements de charbon un petit peu partout dans le monde. C'est parce que il y en a eu partout où il y avait cette immense chaîne de montagnes hercyniennes. Cette série de schémas vous permettra de mieux comprendre ce qu'est un socle. Donc on démarre au tout début du primaire, il y a une chaîne cadomienne, donc nous pouvons tout à fait comparer aux Alpes à l'époque, donc probablement 4000, 5000 mètres d'altitude, avec des sédiments bryovériens qui sont présents dessus, des roches de la croûte. Et puis ensuite, à la fin de cette époque bryovérienne, il y a étalement gravitaire, érosion, isostasie, et donc c'est la portion profonde de la croûte qui persiste. Les éléments superficiels disparaissent, sauf quelques zones où les sédiments persistent. Donc ça, c'est ce que nous avons vu sur la carte de France, beaucoup de sédiments bryovériens qui apparaissaient en rose. On va voir bien sûr les roches métamorphisées lors de l'orogénèse cadomienne, et puis on va voir aussi la série de granites, donc des plutons granitiques calco-alcalins, ceux qui se sont formés lors de la subduction, mais aussi des granites d'anatexie qui affleurent. Et comme on a érosion et isostasie, on revient vers un équilibre dès que la croûte fait 30 à 35 km d'épaisseur, que les anomalies thermiques ont disparu et que donc la lithosphère, elle, fait désormais une épaisseur de 100 km. Donc ça, c'est le socle cadomien. Ce socle cadomien, il est repris dans l'orogénèse suivante, c'est-à-dire qu'ensuite on démarre un deuxième cycle orogénique, qui est le cycle de la chaîne hercynienne. Il apparaît un océan, qui est ici, puis cet océan disparaît par subduction. Donc ici j'ai dessiné la subduction entre le Gondwana au sud et la microplaque armorique, mais on pourrait dessiner de l'autre côté ici la subduction de la Laurasia sous l'armorique, dans ce sens-là aussi, ce serait pareil. Et donc on a du magmatisme calco-alcalin qui se met en place, et puis ensuite collision, donc collision qui fait apparaître la chaîne hercynienne. Donc là, on est vers la fin du primaire, 400 millions d'années environ. Cette chaîne hercynienne, avec sa suture ophiolitique classique qui provient de restes de lithosphère océanique, et puis un continent qui est passé sous un autre. Donc là, nous avons la figure de collision tout à fait classique. Et ce qu'on voit, c'est que le socle cadomien qui était présent ici, j'ai pas pris le bon code, en violet, eh bien, on le retrouve ici. Donc, il est en partie repris dans la chaîne hercynienne. C'est pour ça qu'on le retrouve dans le massif ancien armoricain. Il est repris dans cette nouvelle chaîne de montagnes, ce qui fait qu'après, on va avoir des portions cadomiennes, après érosion, et on aura des portions hercyniennes, et on aura aussi des traces de suture ophiolitique. Alors là, je l'ai mis à la frontière entre les deux, mais en fait, c'est plus probablement quelque chose comme ça. C'est au milieu de la zone hercynienne dans le cas du massif armoricain. Et donc, on a un nouveau socle. Et donc là, on voit mieux ce qu'est concrètement un socle. La notion socle, ce sont un ensemble de roches qui sont des roches cristallines, donc magmatiques ou métamorphiques, qui ont subi une ou plusieurs orogénèses. Et il est fréquent qu'il y ait en fait plusieurs orogénèses qui ont transformé ces roches. Et sur ce socle, on peut avoir une couverture sédimentaire que je n'ai pas représentée ici, mais qui viendrait se déposer et qui ferait donc bien sûr des discordances angulaires avec les terrains précédents.
C'est normal, ce sont des chaînes de montagnes récentes, donc qui forment encore aujourd'hui des reliefs, donc les Pyrénées, les Alpes, et puis dans une certaine mesure, on a aussi des phénomènes associés ici, mais dont je ne parlerai pas. Donc les Pyrénées et les Alpes, puisque c'est au tertiaire et ça forme toujours des reliefs, c'est normal que ce soit en périphérie d'une nation, puisque les reliefs constituent depuis tout temps des zones habituelles de frontières. Donc on les retrouve un petit peu en périphérie de la France et jusqu'au milieu de l'ensemble tertiaire-quaternaire qu'on appelle le Cénozoïque. AG2E, évitez d'utiliser le terme tertiaire et quaternaire, ils préfèrent le terme Cénozoïque. On a montré aussi que, associé à ces cycles, on a des bassins intracratoniques. Donc replaçons ça dans la série de schémas que nous avons déjà fait sur les cycles les cycles orogéniques. Donc nous avons un premier cycle orogénique qui est le cycle cadomien, qui s'arrête quand on a une pénéplaine, donc une structure complètement plate, qui ressemble à la Bretagne actuelle. Donc à la fin de l'époque briovérienne, on a une pénéplaine cadomienne. Ensuite, on a un deuxième cycle orogénique lors de la disparition de l'océan jusqu'à la pénéplaine hercynienne. Donc ça, c'est la vraie pénéplaine armoricaine telle que nous la connaissons. Donc on en retrouve une deuxième ici. Donc comme on l'a dit, c'est un socle mixte à la fois cadomien et hercynien, purement hercynien, formé lors de l'orogénèse hercynienne, qui est désormais le socle de cette chaîne. Et puis quand on a toute la portion supérieure qui est éliminée par étalement gravitaire, érosion, isostasie, on retrouve ce nouveau socle. Mais ici, comme on a dessiné que la croûte, on a l'illusion que ce socle est à l'équilibre, alors qu'il n'en est rien, puisque en fait il s'agit d'une lithosphère entière. Donc à la fin du primaire, on a une lithosphère qui est amincie, et ce qui va donc induire une subsidence thermique et forcément un bassin intracratonique. Donc il est probable que ici aussi, entre la frontière de l'orogénèse cadomienne et l'orogénèse hercynienne, j'ai juste nommé sédimentation, mais forcément, on se doute qu'il se passe exactement la même chose. Il doit y avoir quelque part, pas nécessairement en France, des bassins intracratoniques cadomiens. En fait, ils sont au Royaume-Uni. Les fossés d'effondrement, eux, se positionnent souvent vers le moment où il y a de l'orogénèse, donc quand la collision est déjà très avancée, parce que cela crée des distensions, soit éventuellement ils peuvent apparaître à la fin de l'orogénèse lors du réétalement. Donc on peut avoir, comme nous l'avons évoqué déjà, des flexures, et donc là c'est pendant l'orogénèse, donc ce sont tous les massifs oligocènes caractéristiques de cette orogénèse alpine, tous ces bassins oligocènes, mais on a vu aussi que dans le cas particulier de l'orogénèse hercynienne, lors de l'extension tardi-orogénique, il y avait beaucoup de bassins en poule-à-part remplis de sédiments datant du houiller et faisant des gisements de charbon un petit peu partout dans le monde. Donc les fossés d'effondrement, ils ont deux moments préférentiels, le moment d'étalement gravitaire de réétalement tardi-orogénique, et là c'est plutôt des bassins en poule-à-part, et des vrais fossés d'effondrement au moment où on a une flexure. Et donc ce qu'on voit là sur l'échelle du temps, c'est que quand on regarde un ensemble comme la France métropolitaine, eh bien il est constitué d'une succession d'orogénèses, donc l'orogénèse alpine et pyrénéenne étant la dernière, et alternant avec ces orogénèses des bassins intracratoniques. Donc il n'y en a pas ici en France parce que les bassins intracratoniques sont situés ailleurs. C'est pas qu'ils n'existent pas, c'est qu'ils ne sont pas sur la carte de France. Et c'est cette succession d'orogénèses qui va constituer des socles qui sont repris lors de l'orogénèse ultérieure.
Alors faisons une petite parenthèse à l'échelle du monde pour retrouver à quel stade de ces cycles orogéniques se trouvent les différentes parties du monde. Ce n'est pas exigible, hein, c'est juste pour votre connaissance. Donc nous avons ici le rift est-africain qui se divise en deux par là. Donc là, on est au stade du rifting continental. Donc on a simplement des blocs basculés, mais la croûte continentale n'est pas encore déchirée et la zone n'est pas encore envahie par de l'eau. Il y a juste de temps en temps un petit peu de coulée magmatique, un petit peu de volcanisme qui se présente dans ce rift est-africain. Et on ne sait pas encore si l'ouverture de l'océan se fera par la branche est ou la branche ouest de ces zones. Donc on a juste quelques grands lacs dans ces régions, une zone qui est plus basse, mais pas encore de franche déchirure continentale. Par contre, dans cette zone et bien sûr dans la zone de la mer Rouge, on commence à avoir de la croûte océanique en tant que telle, donc un océan au sens géologique du terme. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un océan juvénile. On a juste un tout petit peu de croûte océanique et l'océan est a priori en train de s'étendre. Bien sûr, beaucoup plus avancé, nous avons ce qui a été noté ici, le stade mature, un océan pleinement développé, avec les marges passives visibles. Hein, le changement de couleur ici vous donne la limite de la marge passive, donc en fait la limite entre le continent et l'océan, puisque la zone de changement de pente, qui est ici, signe aussi la zone de changement de croûte. Donc le continent ne s'arrête pas du tout à la zone émergée, le continent il s'arrête à la zone de rupture de pente, au talus. Alors, il s'arrête même en bas du talus, puisque ce talus est occupé essentiellement par des blocs basculés et des sédiments. Donc en ce qui concerne l'Atlantique, c'est de dorsal land, donc il ne faudrait pas dessiner comme ils l'ont fait ici, hein, il y a juste par-ci, par-là, des amas de basalte et de gabbro de quelques centaines de mètres, et puis c'est essentiellement de la péridotite métamorphisée, plus ou moins, qui constitue le plancher. Ensuite, on a la phase déclinante, et là c'est le Pacifique. On voit que la dorsale pacifique est ici, et puis que là, elle disparaît carrément en subduction sous les Rocheuses. Donc là, on a bien un océan qui est en train de disparaître, parce que d'ailleurs, tous ces bords, toutes les frontières qu'il y a le long du Pacifique sont presque toutes des frontières en subduction que l'on retrouve ici de l'autre côté. Donc, puisque tout ça est en subduction, l'océan Pacifique est en train de disparaître parce qu'il y a déplacement des continents américains, poussés d'ailleurs par l'Atlantique. La divergence atlantique pousse les continents d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, qui ont fait disparaître une bonne partie de cette plaque, puisqu'elle part ensuite en subduction sous l'Amérique du Sud, et puis même la dorsale est carrément passée sous l'Amérique du Nord, faisant des anomalies thermiques chaudes particulièrement exceptionnelles, qui ont des répercussions jusqu'en surface avec le parc du Yellowstone. Donc oui, les dorsales passent en subduction, rentrent en subduction, et ce sont des périodes d'anomalies thermiques particulièrement flagrantes. Bien sûr, une fois que l'océan a disparu, on arrive dans la collision, donc ceci n'est pas correct, puisqu'on a l'impression qu'il existe encore de l'océan alpin. Je pense que là, la personne qui a fait le schéma retarde de plusieurs dizaines de millions d'années. Donc non, les Alpes sont des zones où nous avons déjà collision, donc les Alpes correspondent à ceci. Il est probable que la flèche ici s'adressait à cette zone-là particulière de la Méditerranée où on est en subduction avec presque disparition complète de l'océan, puisque à terme, la Méditerranée va disparaître, puisqu'il y a un rapprochement entre les plaques africaines et la plaque eurasiatique. Donc j'imagine que ça concernait plutôt la Méditerranée que les Pyrénées ou les Alpes. Parce que les Pyrénées et les Alpes correspondent à ce schéma, donc un schéma de collision avec empilement des croûtes continentales, formation d'un grand relief. Donc on a les Pyrénées, mais on a aussi toutes les chaînes de montagnes que l'on a du côté de la Grèce, etc., qu'on retrouve encore à travers toute la Turquie, puis à travers l'Irak, l'Iran, le Pakistan. Tout ça se continue jusqu'à l'Himalaya, et en fait ça continue encore sur le côté par l'Indonésie. Tout ça fait une seule et immense chaîne de montagnes. Donc vous voyez qu'à différents endroits,
chaque région est à un stade particulier de son cycle orogénique et ça a des répercussions sur les autres. On a vu par exemple comment l'Atlantique, qui est en phase d'extension, induit que le Pacifique est en phase de régression. Ces choses-là ne sont pas indépendantes les unes des autres. C'est pour ça qu'en géologie, nous ne pouvons pas étudier une zone toute seule, indépendamment de tout ce qui se passe dans le reste du monde, parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi un océan se forme à cet endroit-là ou disparaît à cet endroit-là. La succession des orogénèses à l'échelle du monde, c'est ce qui a été décrit par Wilson, on appelle ça un cycle de Wilson, à savoir que régulièrement les continents se fracturent, s'éloignent, et il se forme des océans, et puis ensuite il y a des périodes de subduction qui refusionnent les continents, et donc selon Wilson, il y a régulièrement des formations de pangées, donc de réunion de l'ensemble des continents, puis fracturation de cette pangée. Et à l'échelle des temps géologiques, il a été possible de découvrir au moins 5 de ces cycles de Wilson avec des supercontinents, ce que je vous propose de découvrir dans cette animation. Cette reconstitution démarre donc de moins de milliards d'années avec déjà un supercontinent nommé Atlantica. Je ne suis pas remontée avant parce que plus on remonte avant, plus c'est vraiment aléatoire. Donc ça, ce serait le premier supercontinent qui ensuite se fragmente en tout un tas de divers morceaux qui commence, comme vous le voyez ici, à se recombiner, à se réassocier pour donner un nouveau supercontinent qu'on a appelé Columbia. Donc il ne contient pas tous les continents, hein, c'est juste ce ne sont pas systématiquement des pangées, parfois ce sont juste des supercontinents dans la mesure où ils associent un grand nombre de masses continentales, mais pas forcément toutes. Ensuite, j'accélère un peu parce qu'il y a un grand moment dans lequel il n'y a plus que le supercontinent Columbia, toujours le même, qui persiste. Donc j'ai accéléré un peu la vitesse de la vidéo jusqu'au prochain supercontinent qui se réassocie. Là, vous voyez un très grand continent qui est Rodinia. À nouveau, on accélère un petit peu jusqu'au prochain supercontinent. Donc, vous voyez, les masses là se regroupent et on arrive au supercontinent Pannotia. Ce supercontinent Pannotia continue à s'associer, à s'agrandir, puis il se fragmente et il donne le supercontinent du Gondwana et d'autres fragments. Et ensuite, tout doucement, ces autres fragments vont s'associer, donner là l'Eurasia, qui ensuite se réassocie au Gondwana pour donner la Pangée. Et donc là, nous avons l'orogénèse hercynienne. Les mers envahissent le centre de l'Europe. Pour le moment, toutes les structures sont associées. Puis vous voyez l'Atlantique central s'ouvre, et donc forcément l'océan alpin aussi. Maintenant, l'Atlantique sud s'ouvre, donc là l'océan alpin se forme. Et puis tout doucement, l'Atlantique nord va s'ouvrir et ça y est, c'est fait. Et là, on aboutit à la situation actuelle. À partir de la tectonique actuelle des plaques, nous pouvons prédire l'évolution de la dérive des continents et en fait, nous allons vers une nouvelle Pangée avec une réunion des différents continents et c'est ce que je vous propose de regarder dans cette animation. On démarre de l'actuel, donc bien sûr avec aucun supercontinent. Vous voyez que l'Australie migre vers le nord et que progressivement elle vient avec la Nouvelle-Zélande rencontrer le Japon et fusionner avec la plaque eurasiatique. Donc nous avons déjà un supercontinent, Afrique soudée à l'Europe, soudée à l'Asie. Et donc on lui a donné un nom maintenant qu'il s'associe aussi à la Russie temporairement puisqu'il se resépare ensuite. L'Antarctique migre et vient rejoindre les éléments asiatiques, on va dire afro-asiatiques, et puis progressivement l'Atlantique se ferme, ce qui permet aux masses africaines
de se rapprocher de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud de se rapprocher de l'Antarctique. Et nous avons à nouveau une très grande Pangée. Comme c'est la prochaine Pangée, elle est appelée Pangea Proxima.